Alors bonjour, je voulais remercier Richard Comte et Cintino Lapira de m'avoir invité. Je vais vous montrer mon travail qui est principalement, qui justement est très diversifié au niveau des médiums que j'emploie, c'est-à-dire je fais aussi bien de la vidéo que de la sculpture, que du dessin, que de la photo. Et encore récemment un espace interactif. Donc c'est plutôt à chaque fois une approche, disons, conceptuelle qui va définir la technique que je vais employer. Mais pour commencer, j'avais... Est-ce que ça va comme ça? Oui. Pour commencer, j'avais peut-être envie de soulever une question que je soulève aussi dans mon travail depuis quelques temps. Et pour cela, je vais vous lire un extrait de quelqu'un qui s'appelle Vanina Géré, et qui d'ailleurs est anciennement une étudiante de la Sorbonne qui a fait son doctorat ici, et qui est devenue entre-temps critique et qui écrit. Et qui a beaucoup réfléchi sur l'art et la politique et sur la façon dont cette relation a évolué dans le temps. Là, je vais juste poser 2-3 points et questions qui vont peut-être vous faire comprendre aussi ma propre approche. Alors, le titre de son texte, qui a été fait suite à une exposition que j'avais faite avec Kara Walker. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent l'artiste Kara Walker, artiste afro-américaine, que je dirais, il y a beaucoup de liens entre son travail et le mien dans l'approche, et donc j'étais assez heureuse de cette exposition qui fonctionnait plutôt bien. Et donc, suite à cette exposition, Vanina a écrit une introduction qui s'appelle Le beau arme politique. L'art politique est souvent accusé de didactisme, critique formulée à l'encontre de la Biennale de Whitney de 1993, qui présentait des œuvres très engagées sur les questions du genre, de l'identité et du pouvoir dans sa relation à la représentation. Ce qui fut alors perçu majoritairement par la critique d'art comme le manque de qualité esthétique des œuvres. Mais l'art politique est toujours menacé par le phénomène inverse, à savoir que le propos politique peine à s'accomplir précisément en raison des dimensions rétiniennes de l'œuvre. En d'autres termes, l'œuvre est appréhendée avant tout pour ses qualités formelles. Si l'on dénie souvent toute efficacité formelle à l'art politique, de même on refuse à des œuvres formellement remarquables leur efficacité politique. Trop de beauté plastique risquerait de réduire le politique à un sujet parmi tant d'autres. Face à cette question délicate, certains artistes choisissent d'exacerber la capacité de séduction formelle de l'œuvre d'art, afin de créer des pièges visuels qui ramènent le spectateur à des réalités auxquelles il ne s'attendait pas, à être confronté au sein de la stratosphère du musée ou de la galerie. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Pour poursuivre, je dirais que cette même notion de piège est apparue aussi dans un texte récent sur mon travail par Philippe Fernandez, qui parle d'œuvres piégées. C'est une proposition qui me semble très pertinente. Effectivement, la plupart de mes pièces avancent masquées. Ce sont des images doubles qui fabriquent des enchevêtrements entre l'histoire de la représentation et l'histoire des événements politiques, réactualisés par le contexte du présent, qui va de l'omniprésence des conflits à la violence économique des frontières. La brutalité parasite le décor civilisé ou la joliesse de certaines formes. Artiste femme dans un monde artistique dominé par le masculin, le type de représentation auquel je m'intéresse est souvent associé à des formes considérées comme féminines, décoration, tapisserie, découpage, dessin au doigt. Voilà, ça c'était pour l'introduction. On va peut-être plutôt passer à des choses plus concrètes. J'avais envie de commencer par vous montrer une pièce qui est montrée actuellement. L'exposition vient de se terminer,
qui était montré pendant les 3 derniers mois au musée Tinguely, et qui s'appelle Shooting Wallpaper. Bon, vous voyez déjà l'image, alors je ne sais pas si vous voyez très bien l'image, parce que le projecteur n'est pas très, disons, très bien défini, mais on voit ce qu'on peut voir normalement. On voit quand même beaucoup plus une toile de Juillet. Vous connaissez tous la toile de Juillet, aussi bien dans l'histoire que dans le présent. Donc c'est un papier peint qui a traversé un peu toutes les époques depuis la période coloniale. Et donc j'ai beaucoup utilisé dans mon travail ce type de motif qui, au départ, est aussi un papier peint qui représente déjà et qui a son lien à l'histoire de l'art et à la peinture et au dessin. Et donc j'ai choisi d'utiliser ce papier peint quand j'ai commencé un travail pour un projet assez amusant. J'ai été invitée dans une soirée de collectionneurs où on invitait à chaque fois un artiste à, comme ça, proposer une soirée, proposer une œuvre et proposer un rapport comme ça au dîner. Et moi, cette invitation m'embêtait assez. J'ai failli refuser. Après, on essayait de me convaincre. Alors, et d'un coup, j'ai eu cette idée de vouloir faire une pièce qui soit très provocante. Ça veut dire qui traite aussi bien donc de la situation dans laquelle j'allais me trouver, donc une situation très bourgeoise, et où l'œuvre, où la pièce artistique sera finalement un élément décoratif. Il décore le dîner. Et donc, on va voir ce que ça a donné. Alors, pour le moment, au début, ça a été une vidéo, et après, c'est devenu actuellement un espace interactif. Mais on va déjà voir un extrait de la vidéo si tout marche bien, et j'espère que le son fonctionne, parce qu'il est important. Pas encore. Oui, c'est normal. C'est après. Alors, cette vidéo, elle dure à peu près une dizaine de minutes, mais évidemment, c'est une vidéo en boucle. Et d'ailleurs, je ne considère pas ça comme une vidéo, mais plutôt comme une vidéo-installation. C'est-à-dire, les conditions de monstration sont toujours très précises. Il faut, bien entendu, que la projection couvre un mur en entier et fasse donc réellement tapisserie. Les figures sont dispersées dans l'espace, donc ce qui m'intéressait assez, c'est que on puisse ne pas savoir quel buisson allait faire émerger une bergère. Alors par rapport à ce dîner de collectionneurs dont je vous ai parlé, et ben, heureusement pour moi il a été annulé, mais la pièce existe, donc la pièce elle a été faite plus tard, et donc elle a pu prendre peut-être plus d'ampleur que ce que je voulais au départ, puisque je ne voulais qu'une seule tireuse et un élément assez court. Alors
Dans son évolution récente, cette vidéo est devenue donc une installation vidéo. Là, vous pouvez voir un peu comment... c'est-à-dire, elle couvre 4 murs, elle ne referme pas entièrement l'espace. Et dans son évolution d'interactivité, c'est finalement le spectateur qui déclenche les mouvements de la tireuse. Ça veut dire, si je passe devant une des parties sensibles, il y a une tireuse qui va se lever. Si je repars, elle va se rasseoir. Enfin, il y a une vraie interactivité assez forte avec la présence du spectateur. Si je reste dans le champ de mire, elle va tirer. Si je m'en vais, elle va repartir dans la prairie. Alors, le spectateur donc devient responsable de l'œuvre, responsable de la pièce. Et finalement, il se fait d'une certaine façon attaquer par l'art ou par une pièce artistique. Et alors, j'aurais pu, par exemple, faire des bergers, puisqu'il y a aussi des bergers dans l'espace de la toile. Mais mon travail est très souvent une réflexion sur le rôle féminin, sur le rôle de la femme dans la société et sur l'évolution de ce rôle dans l'histoire plutôt récente. Et donc, du coup, pour moi, c'était important justement de renverser les rôles, de ne pas utiliser ce qui est attendu, c'est-à-dire un berger qui tire, mais de faire venir effectivement ce personnage féminin qui est à l'opposé de ce qu'on imaginerait. Et bien entendu, tout ça est relié aussi à cette image qu'on voit, qui est assez idyllique, paisible, c'est-à-dire son origine rococo, où on pense l'idyllique, ça veut dire la bergère, la forêt, l'idée d'un monde paisible, et bien entendu, c'est aussi une représentation de la maison, de notre espace domestique, qui du coup devient un espace assez violent par moments. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. On peut peut-être poursuivre et juste revoir. Oui. Peut-être juste un petit point. Tant qu'on a la pièce, est-ce que par rapport au masculin, féminin, le fait que la tireuse comme ça braque son pistolet sur le spectateur et que ce soit une femme, on y voit tout de suite de manière assez grossière une dimension phallique, quelque chose qui comme ça et je voulais savoir si il y avait plus, justement, parce qu'il y a ce premier tir, si vous voulez, qui correspond à la première vision. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce tir par rapport à la toile de Jouy? Ce contexte rural là dont vous parlez est bourgeois. Qu'est-ce qu'il y a de plus qui serait d'ordre, disons, artistique? Quelque chose qui n'est pas de l'ordre seulement du message, mais d'une charge supplémentaire. Ouais, je dirais qu'il y a des formes différentes qui se croisent, c'est-à-dire justement une forme de représentation ancienne et une forme de représentation contemporaine, puisque premièrement les sons proviennent tous de films, notamment films policiers, films de guerre, films... au niveau des formes, il y a déjà des croisements de formes qui s'opèrent et qui mène finalement cette toile de Jouy dans une contemporanité, puisque la vidéo en soi est déjà un médium qui n'est pas celui du papier peint. J'avais participé à une exposition où il y avait des papiers peints d'artistes, par exemple, beaucoup d'artistes qui étaient venus intervenir sur des papiers peints au musée de Lausanne. Et il y avait par exemple beaucoup d'artistes, la plupart, parce que tous faisaient des papiers, donc on restait dans le médium lui-même. Moi je pense que déjà le médium de la vidéo re-questionne complètement un monde, disons, où nous mène vers ce monde contemporain d'une virtualité de l'image.
En tout cas, il y avait un autre artiste, par exemple, qui avait introduit des explosions aussi, des dessins d'explosions dans le papier peint, mais ça restait le médium du papier peint. Alors, on arrive sur quelque chose qui n'est pas très loin de cette première pièce, qui s'appelle Women are different from men. Alors, étant donné que je suis allemande, j'ai toujours un mal fou à trouver les titres en français, donc généralement mes titres sont toujours en allemand, en anglais ou en allemand, mais en français rarement, des fois ça arrive. Bon, vous aurez compris aussi l'ironie de la question, et là on poursuit peut-être dans cette première question sur le féminisme, puisque le titre est en même temps une constatation et bien entendu en même temps une question. Une question déjà de nos réceptions, de nos stéréotypes. J'ai beaucoup travaillé sur Internet pour faire des recherches sur la question de la femme armée. Qu'est-ce que la femme armée? Et donc j'ai trouvé un ensemble d'images, alors un ensemble d'images qui, j'en ai des milliers, un ensemble d'images qui est aussi bien, qui correspond aussi bien à un fantasme masculin que à des sites beaucoup plus féministes. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de voir aussi comment l'image de la femme a évolué dans le temps. Alors ce n'est pas de la photo, c'est aussi dans la technique de réalisation, comme souvent dans mon travail, qu'il y a le sens de la pièce. C'est-à-dire c'est un mixte média. Il y a aussi bien de l'imprimé, alors moi j'appelle ça des images maquillées ou des photos maquillées, parce qu'en fait j'utilise du maquillage, donc c'est de l'ombre à paupières qui est utilisé, donc vous avez à chaque fois c'est difficile à voir en photo évidemment, la texture est très particulière et vous avez une surface qui scintille, qui brille et qui reprend à peu près toutes les couleurs du maquillage. Donc c'est toute une série qui a été exposée. Alors là on voit une salle d'exposition, c'est la Kunsthalle d'Andrax. Entre-temps, je pense qu'il doit y avoir une quinzaine de dessins, ils sont d'une assez grande dimension. Ça date de 2010 à peu près, 2011. Donc là, on a une vue d'ensemble, hein, on a presque une impression d'être sur un peloton d'exécution. Alors ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit, c'est pas moi qui l'avais conçu comme ça. Et là, on va voir successivement toute la série. Alors, ce que j'ai trouvé, ça vient du début du siècle jusqu'à nos jours. Et donc, ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant, peut-être que ça correspond aussi un tout petit peu à ce qu'on pouvait voir de La Bergère, c'est beaucoup de visages souriants, contrairement peut-être à la représentation masculine. Donc il y a aussi bien, comme je disais, des fantasmes masculins que comme à gauche, et comme des vrais personnages de la vie, comme Patty Hearst, que vous connaissez peut-être, enfin en tout cas l'histoire de cette jeune millionnaire qui a été kidnappée et qui est devenue après terroriste elle-même, qui attaquait des banques, etc. Donc c'est toute une collection d'images qui sont devenues des dessins et qui forment une sorte d'arc-en-ciel quand elles sont montrées. Alors la précédente, oui, ça c'est des opposants à Castro. Donc à droite une révolutionnaire, à gauche une jeune femme américaine, une dame tout à fait américaine aussi, je crois, qui s'entraîne. Donc ça couvre à peu près toutes sortes de personnages jusqu'au moment de la monstration, de voir comment les gens réagissaient. Je trouve ça assez amusant.
On va poursuivre. Ah oui, non, je voulais peut-être vous parler de quelque chose qui est important. Il y a eu en Allemagne beaucoup de textes sur, après la Deuxième Guerre mondiale, sur ce qu'on appelait en allemand les Flintenweiber. C'est donc les femmes armées que des récits nazis, enfin un grand nombre de récits en tout cas parlent de ces femmes armées qui seraient des bataillons en grand nombre qui auraient attaqué donc les groupes nazis et ça serait donc des femmes bolcheviques. Alors il y a des récits mais assez importants de ça, d'officiers nazis. Et en fait, il y a quelqu'un, une historienne, qui a fait des recherches pour savoir si ça existait et comment les bataillons féminins fonctionnaient, les bataillons bolcheviques. Et en fait, il s'est avéré que ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, il y avait énormément de femmes dans l'armée russe. Et au final, il n'y avait à chaque fois qu'une ou deux femmes par bataillon. Et donc, il n'y a jamais eu de bataillon de femmes. Mais il est assez intéressant de voir que finalement, donc là peut-être on reparle du phallus volé, il y avait cette peur que la femme puisse prendre le pouvoir et donc une sorte de fantasme qui s'était créé et qui est absolument pas, qui n'existe pas. Alors, on poursuit avec... je pense que vous connaissez tous... Alors, très souvent dans mon travail, je fais aussi référence à l'histoire de l'art ou à des pièces qui ont existé précédemment. Et j'imagine que vous connaissez tous les Most Wanted Men d'Andy Warhol. Alors, j'avais vu cette pièce et je me suis demandé, est-ce que... là, il y avait 13 hommes. Normalement, c'est les 10 Most Wanted dans les recherches du FBI, mais l'année où Warhol a fait la pièce, c'était 13. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont fait partie de ces recherches? Et il s'est avéré que sur le site du FBI, sur donc 500 hommes, il n'y a eu que 8 femmes sur donc 50 ans d'histoire. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces 8 femmes correspondaient, à part les deux premières, quasiment toutes à des activistes politiques et correspondaient aussi à la période des années 70, c'est-à-dire le moment de libération de la femme. Alors on va peut-être voir la série dans son ensemble. Et donc là, c'est pareil, c'est la même technique que pour les tireuses. C'est dessiner avec du fard à paupières, aussi scintillant. Et alors, étonnamment, on trouve quelqu'un comme Angela Davis. Donc c'est assez intéressant de voir cette conjoncture entre la libération de la femme et l'apparition de la violence chez la femme. Et donc c'est peut-être un peu ce qui est au centre de beaucoup de mes travaux, c'est finalement de plutôt questionner ce rapport, c'est-à-dire, je sais qu'il y a des féministes qui disent que la femme doit devenir comme l'homme, et puis il y a d'autres féministes, avoir le même pouvoir, avoir les mêmes prérogatives, les mêmes métiers, pouvoir être soldat, etc. Et puis il y a d'autres tenants du féminisme qui revendiquent que la femme transforme la société et serait donc complètement à l'opposé de ça et devrait ne même pas participer à la violence généralisée. Donc pour moi, c'est un peu une question, c'est-à-dire de voir que dans l'évolution, on a donc toutes ces femmes qui ont été des activistes, notamment là, pour les Black Panthers, pour les groupements d'extrême gauche dans les années 70. Donc toutes celles que vous voyez, par exemple les deux jeunes filles, là, ont attaqué des banques pour financer les Black Panthers. Et vu leur visage, on a presque du mal à le croire.
Et puis, on arrive à La femme la plus recherchée de 2007, donc la dernière. Et là, on voit la transformation de la société. C'est-à-dire, c'est la première chef de gang. C'est-à-dire une forme d'assimilation, finalement, du rôle masculin vers le rôle féminin. Alors peut-être encore aussi quelque chose sur le jeu de mots Most Wanted. Warhol en joue déjà dans sa série, peut-être pour des femmes, d'ailleurs quand on tape Most Wanted sur Google, on tombe évidemment sur Pamela Anderson, je ne sais même pas les noms, enfin on tombe sur des femmes très sexy. Et donc évidemment aussi le titre de la pièce joue aussi avec donc cette idée-là de la séduction. Qu'est-ce que le fait de se servir de fard à paupières pour dessiner comme acte si ça a quelque chose de féministe ou simplement d'un pourquoi pas d'un médium féminin du corps qui sert comme on se servirait d'aquarelle ou de fusain. Alors, peut-être que j'allais y arriver parce que c'est vrai que je fais un peu la présentation dans le désordre. Parce qu'en fait, les premières pièces que j'ai faites qu'on va voir après, c'est des explosions qui ont été dessinées par l'ombre à paupières. Et donc, pour moi, c'était la première fois que je travaillais comme ça avec l'ombre à paupières. Donc, c'était effectivement dans cette idée d'utiliser réellement un élément très très féminin qui allait donc dessiner des explosions, donc un élément puisqu'on parlait aussi de ces oppositions qu'on fait toujours un peu schématiques, féminin-masculin. Et donc là, pour les explosions, c'était réellement cet acte d'opposition qui comptait. Et je trouve intéressant que le geste, qui est un geste parce que tout est réalisé avec le doigt, donc il y a vraiment un côté qui est fait avec le toucher. Et donc, il n'y a pas du tout, disons, comment dire, il y a vraiment peut-être aussi pour ces pièces-là, c'est beaucoup plus le fait de maquiller une photo, c'est-à-dire une photo maquillée. L'aspect donne quelque chose presque de rendre ces personnages un peu stars, ou un peu, il y a quelque chose comme ça, et peut-être de donner une transformation à l'image qui n'est plus juste une image. Ça, dans mon travail, c'est toujours très important parce que j'ai toujours l'impression que l'image en elle-même a beaucoup de mal à pouvoir continuer à exister puisqu'il y a un flot d'images qui ne permet plus de la regarder. La transformation de la matière fait que le regard se porte différemment. Peut-être ce que je n'ai pas évoqué aussi pour les tireuses, c'est qu'en général, je fais disparaître le fond. Donc il y a une façon d'isoler le personnage, d'isoler du contexte, donc de décontextualiser de son histoire, de son environnement, et d'en faire simplement une figure qui peut se déplacer dans le temps, où c'est peut-être à nous toujours de la replacer dans le contexte, dans la temporalité ou dans l'espace violent dans lequel elle aurait vécu, par exemple. Ça ne nous dit pas quelque chose comme du dessin comme une caresse? Si, bien sûr. Oui, absolument. D'ailleurs, je crois que c'est dans un des textes. Pardon, parce que je précise, le dessin, traditionnellement, est le lieu d'une séparative, c'est-à-dire on fend l'espace en deux par le tracé. Donc c'est une sorte de violence, puisqu'on sépare l'espace, et le dessin académique a souvent été un dessin assez dur, qui clôt, qui divise, etc. Et là, le fait de dessiner avec de l'ombre à paupières et directement au doigt,
tout à coup, ça nous dit autre chose du dessin, peut-être plus proche de l'onction, plus proche de la caresse, et aussi donc plus proche de la peinture, en tant que surface couvrante, vous voyez, subjective. C'est ça que je voulais... Et enfin, je ne les ai pas là, mais enfin, je ne les ai pas emmenés, mais j'ai aussi fait des dessins de visages de femmes à la hache. Donc là, c'est un peu le contraire, on va dire. C'est-à-dire que le dessin est formé par l'incision, justement, ou par l'agression. Et donc, peut-être que ça aurait été bien que je les amène, mais bon. C'est un peu l'opposé, c'est-à-dire que là, je prends une technique plutôt, mais une attitude plutôt masculine. Et donc là, on arrive aux explosions. Alors par contre, là, ce n'est pas du recouvrement, c'est vraiment dessiné avec. Les dimensions, à chaque fois, pour tous les dessins précédents, c'est autour de 100 cm à peu près, sur 80, quelque chose comme ça. Et ceux-ci sont 150 sur 150 cm. Alors le titre ici est Eye Dust en anglais, qui veut dire ombre à paupières, mais évidemment aussi poussière de l'œil. Et il y a quelque chose où effectivement on a presque l'impression qu'il y a des sortes d'éléments de métal, parce qu'il y a du brillant dedans, du glitter, donc on a cette impression oui, de métal en fusion, tout en ayant l'impression que c'est du maquillage. Donc ça crée une grande ambiguïté aussi sur la texture. Là, on va peut-être voir un peu dans l'espace comment ça fonctionne. Donc c'est une série aussi assez importante. Je ne peux peut-être pas tout vous montrer, mais quelques-unes. Alors là, je parlais tout à l'heure de décontextualisation. Là aussi, je décontextualise. C'était toute la période guerre en Irak, guerre en Afghanistan, où on voyait nombre d'explosions. Du coup, j'ai relevé toutes ces explosions. C'est aussi trouvé sur Internet, bien sûr. Et où à chaque fois le contexte est isolé, on ne voit plus donc le paysage, ce qui explose, il n'y a que le dessin de la poussière de ce qui reste, qui est dessiné. Il y a parfois des explosions assez connues comme Challenger, ici, pour certains qui ont pas en mémoire. Donc très souvent, mon travail joue aussi avec notre capacité de mémoire médiatique et avec ces histoires qu'elles peuvent nous évoquer alors qu'elles sont isolées de leur situation réelle. Donc ça, c'est en même temps presque une étude un peu formelle, c'est-à-dire une étude de forme. Il y a d'un côté ce contexte politique et en même temps il y a comme une étude de la façon dont une forme peut remplir un espace blanc. Donc c'est à chaque fois le même espace, c'est très systématique, et la façon dont le gris va prendre l'espace dans cette surface blanche. Celle-là est la plus terrible, je crois. Enfin, la plus, Là, bien sûr, on peut comprendre que la douceur du geste a son importance par rapport à, justement, de caresser cette surface tout en pensant à la violence. Il faut dire aussi que je pense que pour nous tous, peut-être moins, vous êtes plus jeunes, le 11 septembre a été très marquant, c'est-à-dire cette temporalité de l'image qui était répétée en boucle et qui
et qui était la moitié du temps en arrêt sur image pour qu'on puisse bien voir la violence, cette fascination de la violence et l'esthétique de la violence sont très importantes dans cette série. C'est-à-dire c'est vraiment une réflexion sur ce temps très long d'ailleurs que je passais pour faire ces dessins, mais c'est très long à faire un dessin comme ça. Et donc il y a une espèce de temps arrêté avec un temps passé très long à cet arrêt sur image d'un millième de seconde et de quelque chose qui va disparaître, de quelque chose d'ailleurs qui n'a pas de, disons, de matière, c'est presque de l'antimatière, c'est presque de l'antidessin, on pourrait dire. Alors on revient sur un papier peint. Regarder en entier, vous pouvez peut-être vous imaginer la suite de cette histoire. Donc ça c'est vraiment une pièce aussi sur la façon aléatoire de la violence et la disparition donc, de chaque élément. À la fin, bien entendu, ça finit en mur blanc, donc ça reprend l'espace de la galerie, la surface blanche du lieu d'exposition. Donc d'une certaine façon, ça s'insère vraiment dans le lieu d'exposition avec l'apparition des motifs et la disparition progressive, l'élimination progressive des motifs. Peut-être que quelqu'un comme Martha Rosler a été assez important dans l'évolution de mon travail, c'est-à-dire cette idée de faire intervenir la violence ou la guerre dans l'espace, comment elle pénètre nos appartements privés, nos espaces décoratifs. Et donc là, c'était peut-être l'espace le plus, disons, le plus innocent, celui de... parce que c'est un papier peint pour chambre d'enfants. Et donc là, c'est vraiment l'espace le plus innocent qui est attaqué par ces disparitions, destructions. Alors on va voir une autre évolution à la suite des dessins d'explosion. Ça s'appelle Up and Down. Là, j'ai relevé sur Internet, encore une fois, tous les missiles qui ont échoué, tous les missiles qui ont... certains même se sont autodétruits ou certains ont tiré sur leur propre cible en revenant. Donc là, c'est que des échecs. Alors, il y a toute une série aussi, je vous montre que ces deux-là. Donc là aussi, c'est des dessins qui font à peu près 1,90 m
sur 1,20 m, pour imaginer un peu l'échelle. Donc c'est une échelle assez physique, évidemment, il y a quelque chose au niveau des formes un peu comique. Alors peut-être que ça aussi vous avez perçu dans le travail, il y a peut-être toujours un peu de l'humour ou un peu de moquerie, malgré des sujets qui sont extrêmement graves et sérieux. C'est la question des quantités, comme l'ombre à paupières, on imagine ça en quantité vraiment très très petite, et là tout à coup avec ces formats, on se dit que si c'est du Chanel, ça va revenir. Alors ce n'est pas du Chanel. Oui, effectivement, ça devient autre chose que... Oui. Enfin, il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans l'idée de l'ombre à paupières, c'est que pour poser l'ombre à paupières, il faut fermer les yeux. Donc il y a aussi peut-être quelque chose au niveau du geste et de la relation au regard qui me semble intéressante. Voici donc un autre papier peint, Temple Wallpaper. Là, c'est une exposition, c'était en Irlande, Tolka Art Festival. Et là, vous voyez un peu comment ces papiers peints doivent être exposés, c'est-à-dire vraiment occuper l'espace entier d'un mur et vraiment s'intégrer parfaitement à l'architecture. D'ailleurs, en plus, c'était une très belle... C'était comme une maison privée, donc il y avait le parquet, puis une grosse porche, un gros porche quand on rentrait. Donc on était vraiment dans cette atmosphère de maison et d'appartement, ce qui était assez parfait par rapport à cette vidéo. Et aussi, ce sont des vidéos qui fonctionnent d'une certaine façon avec l'attention et l'inattention du spectateur. Et j'ai vu peut-être tout à l'heure, il y a toujours des temps d'arrêt, ça ne fonctionne pas comme un film. Ça redevient à chaque fois papier peint, comme là. Et puis il y a un mouvement qui se passe, et finalement il y a aussi presque une relation paranoïaque à la pièce, c'est-à-dire où est-ce que ça va se passer. C'est la question qui souvent se pose dans ces pièces. Donc on est toujours un peu en attente de ça, je ferai des extraits, un papier peint est plus grand, mais ce serait dommage d'avoir une petite projection.
peut-être l'idée qu'il y a une surface décorative, ou une surface, et que cette surface d'un coup ouvre un espace comme là, effectivement, au premier abord. Bon, d'ailleurs, c'est un montage, hein, normalement, il y a un peu plus de temps entre les événements. Il y a toujours la surface qui reste surface pendant assez longtemps, puis d'un coup, elle ouvre et l'espace et devient espace. Et vous allez voir par la suite, il y a aussi des pièces qui sont plutôt des sculptures qui posent cette même question d'un espace qui est presque entre deux, quoi, qui est la surface qui devient volume et le plat qui gagne en épaisseur. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le caractère irréversible de la perception. C'est-à-dire qu'au départ, on voit une surface vraiment plane. Bon. Ensuite, quand les engins arrivent, ça rend l'espace, effectivement, ça produit cet effet d'épaisseur intermédiaire, mais après, on ne peut plus s'en débarrasser. On ne revient pas à la surface plane. Ça, c'est fort. Et puis aussi, il y a peut-être la question que finalement, l'idée de l'étanchéité de nos surfaces protecteurs, nos espaces intimes ou privés de la maison, d'un coup, ils ouvrent finalement à l'espace extérieur. C'est-à-dire l'étanchéité n'y est plus par rapport à l'espace extérieur qui fait irruption. Alors là, c'est un char Abrams qui était donc actif au moment où je faisais la pièce en Irak, un char américain. Les animaux ont résisté. Les animaux résistent. Hein. Mais en même temps, alors, je choisis toujours des papiers peints où il y a ce type de figuration, c'est-à-dire un élan. C'est vraiment pareil, on rejoint cette idée de l'idyllique et du paisible et la nature intacte, la nature qui est encore dans sa parfaite paisibilité. Alors là, c'est une autre série qui est un peu dans ce que j'évoquais au début, et qui joue aussi de cette jonction entre deux images, entre deux espaces, entre deux façons de regarder, et qui ont toujours cette duplicité du regard, qui voit une chose et puis qui voit une autre. Donc là, c'est une technique, peut-être en France ça se pratique un peu moins, mais en Allemagne c'est beaucoup les vieilles dames qui font des découpages de papier comme ça, et qui font des découpages de fleurs avec lesquels ils décorent la maison ou les fenêtres. Donc c'est encore un élément décoratif, avec des motifs floraux. Je crois qu'en Chine, au Japon aussi, c'est une pratique très, très répandue. Donc on vient encore d'une technique des arts décoratifs. Et donc j'ai utilisé des posters militaires qu'on pouvait acheter sur Internet pour décorer sa maison aussi. Donc il y a tout un romantisme de la guerre, parce que c'est souvent des couchers de soleil, des situations vraiment... une forme d'idéalisation de la guerre, et donc j'ai découpé ces motifs dedans, ce qui fait que la lecture de l'image devient parfois aride et parfois vient en deux temps. Donc il y a une compréhension de la pièce en fait en deux temps. Donc ça s'appelle Flower of Power. Donc pareil, c'est une série assez vaste. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là, on voit par exemple coucher de soleil avec char. Donc ça, c'est des découpages qui sont juste suspendus avec quelques épingles, donc, et sont éloignés un peu du mur, ce qui fait qu'il y a aussi des ombres projetées, et ça crée aussi une sorte de profondeur, on va dire, ou une sorte presque d'élément sculptural entre le découpage et presque déjà la sculpture. Là, c'est un très grand où on peut à peine voir ce qui se passe. Il faut vraiment beaucoup se rapprocher ou s'éloigner plutôt. Donc c'est aussi, ça joue avec le près, le loin quand on regarde.
Et là, on arrive à une série toute récente qui est assez simple. C'est presque des pièces trouvées, on va dire, de façon un peu inattendue. C'est toute une série d'images du terrorisme récent ou de prise d'otages. Et alors j'ai trouvé ça très étonnant que ces mises en scène faites par les terroristes se retrouvent devant des décors fleuris comme cela. Presque des draps, enfin très souvent des draps. Donc on a presque l'impression d'être dans le lit ou dans la chambre intime. C'est pas du tout des images guerrières. On va regarder un peu comment ça fonctionne. On regarde. Donc j'ai simplement découpé les figures. Il ne reste que finalement le fond. J'ai enlevé les figures, donc on ne sait plus trop. On peut deviner qui est le terroriste, qui est la victime, mais c'est un peu, c'est pas toujours évident. Et là, j'aimerais bien vous lire. Alors, je n'ai pas trouvé ce texte avant de faire les pièces, je l'ai trouvé après, mais je trouvais très intéressant par rapport à cet ensemble. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Boris Groy. Je vais juste vous lire, c'est un résumé, hein, c'est un texte assez long qui s'appelle The Fate of Art in the Age of Terror. Et donc il part presque du principe que les artistes, qu'on pourrait dire que les terroristes sont des artistes. Donc, dans ce texte, il s'interroge sur le statut des images produites par les terroristes qui, selon lui, semblent pouvoir revendiquer plus de radicalité que la plupart des artistes. Il finit par conclure que malgré des procédés très similaires à celle de la démarche artistique, réalisation de vidéos ou de photos, mise en scène provocante, gestes radicaux, qui va au-delà des limites acceptables, des différences fondamentales subsistent. Une partie de l'analyse qu'il développe porte sur l'attitude iconophile et non iconoclaste du terroriste, qui revendique être le seul à produire une image réelle, d'une telle vérité que nous ne pourrons ni la remettre en question, ni l'analyser comme image. Et en tout cas, ces réflexions de Boris Groy m'ont apporté dans le sens où, en fait, en enlevant effectivement les figures, puisque c'est d'une telle difficulté à utiliser ces images, puisque les gens qui sont là sont des gens réels, qui sont en plus otages actuellement pour certains, qu'en enlevant les figures, on pouvait de nouveau regarder la structure des images produites. On peut de nouveau les critiquer et voir qu'il y a une mise en scène très particulière qui finalement pénètre plutôt des espaces intimes que des espaces militaires. Et voilà pour le dernier. Donc ça, c'est des images aussi de grande dimension, 120 à peu près. Et là, on va, à partir du vide vers le plein, une autre forme de découpage. Et peut-être que je vais vous résumer un peu parce que j'ai écrit, c'est peut-être plus simple. Au premier abord, les sculptures anonymes nous paraissent, donc ça c'est le titre de ces pièces, sculptures anonymes, nous paraissent familières et les gestes semblent anodins, mais les titres indiquent des actions plus radicales et rendent compte de la partie manquante de l'image, car il s'agit bien de sculptures faites à partir d'icônes photographiques de notre histoire contemporaine. L'homme qui arrête une colonne de chars sur la place Tiananmen en 1989, l'opposante à la guerre du Vietnam à Arlington en 1967, ou le motard endormi de Woodstock, composent des figures emblématiques qui, déplacées dans le temps et dans l'espace, questionnent le présent avec toute leur puissance utopique. Les sculptures anonymes traitent aussi de la sculpture commémorative, dédiée souvent aux militaires, dont je propose ici une acception renouvelée et critique, notamment
par le creux, l'absence aussi présent que la forme. Le creux rend compte du processus de travail, du volume recréé à partir d'images et dématérialise ainsi à nouveau le monument, permettant en outre aux passants de s'y glisser imaginairement comme dans une enveloppe à endosser, à essayer. La facture des sculptures, avec cette texture normate, a une double fonction. D'une part, elle estompe le relief et confère au volume l'aspect de négatif photographique. D'autre part, les figures apparaissent en effet comme les silhouettes découpées au ciseau et évoquent ainsi le découpage, le collage d'images. Alors on peut peut-être voir un peu plus d'images parce que là, vous voyez effectivement quelque chose qui vous semble être des volumes. Je ne sais pas comment ça sort, ça va, on voit bien. Et, alors ça, c'est des pièces qui s'appellent détournement. Donc pour une fois un titre en français. Donc c'est évidemment un terme artistique et c'est aussi un terme qui vient du terrorisme. Donc en ça, ce double sens m'intéressait évidemment. Alors je vais peut-être vous passer les quelques images. C'est des tirages sur un papier assez mat, 1 mètre sur 1 mètre 50, 1 mètre 60 à peu près. Et vous allez sûrement, vous qui connaissez bien l'histoire de l'art, connaître pas mal de phrases. Donc ici la première, I'm still alive, owing to lack of interest, tomorrow has been cancelled. Donc là, on va retrouver des phrases de Onigawara, de Warren Chalk, dans Archigramme. Il y a Mario Merz, et il y a Robert Filliou, il y a Valley Export, il y a Wolf Vostel. Donc j'ai utilisé ces phrases d'artistes qui sont très souvent des phrases qui viennent d'une période peut-être plus utopique que la nôtre, ou en tout cas qui posent la question et qui proposent d'autres acceptions de la société ou d'autres formes de projet de vie. Donc ça c'est Robert Filliou, Territoire de la République géniale. Et je me les suis imaginé détournés par, c'est que des avions de guerre. Ça c'est Wolf Vostel, Sun in Your Head. C'est une des premières vidéos d'ailleurs qui a été faite principalement sur la question de la guerre. Et donc c'est des doubles détournements puisqu'il y a aussi la forme publicitaire qui détourne les phrases d'artistes et en même temps, pour moi la question de la résistance de l'un ou de l'autre se pose aussi. C'est aussi une mise sous tension de ces deux entités-là. Ça c'est Valley Export. Woman Artist War, c'est Woman Artist Revolution. Alors, on continue avec les avions. Ça s'appelle The Shadow. C'est une pièce réalisée en 2010. Donc là, on pourrait penser peut-être que c'est juste un trafic d'images, mais en réalité non. C'est réellement une ombre qui est dessinée dans l'espace d'un parc. On va peut-être voir une deuxième image pour voir d'un peu plus près. Bien entendu, le point de vue dans le parc n'était pas celui-là. On ne pourrait pas être dans l'air, il n'y avait pas de point de vue comme celui qu'on vient de voir. Le point de vue serait plutôt celui-là. On arrivait sur un espace avec ce dessin qu'on pouvait avoir en face de soi. Mais c'est aussi un dessin qu'on pouvait pratiquer. On pouvait marcher dessus, on pouvait s'allonger dessus. Donc c'était dans le cadre des environnementales à Juan-Josas. Donc
principalement c'était les artistes du land art. Moi je ne viens pas du tout du land art, c'était un peu une première pour moi. Les dimensions sont 50 mètres sur 60, donc c'est vraiment des très grandes dimensions. Et quand on le parcourt, ce qui pour moi était vraiment intéressant, c'est que les formes devenaient abstraites, on pratiquait quelque chose qui devenait la couleur, de l'ombre, une ombre qui n'est pas là. Et bien sûr, c'est ça aussi la question que je pose avec cette pièce, puisque c'est une ombre qui n'est pas là. Donc c'est un B-52, qui est un des avions les plus meurtriers de notre histoire. C'est le premier qui a eu un ogive nucléaire dans son ventre et qui pouvait emmener, je crois, 250 bombes en tout. Et donc de le déplacer, cette ombre qui se déplace et qui est là comme une sorte de marque, alors que dans l'air, il n'y a rien. Dans un espace en plus, donc je suis en Josas, c'est un parc vraiment très, très bucolique. Donc là, il y a vraiment une tension qui se crée. D'ailleurs, je travaille là sur une autre pièce comme ça, une ombre que je vais faire dans un endroit en Toscane. De plus près. Donc c'est fait avec la peinture spéciale pour terrain de football. Donc c'est des choses qui disparaissent. Donc c'est assez éphémère. C'est pas brûlé. Ça c'est très important. C'est vraiment de la peinture. Donc c'est juste teint. C'est une teinture du gazon. C'est dessiné. Et puis après ça reste 3 semaines. Ça redisparaît comme si ça n'avait pas existé. Donc tout à l'heure on parlait d'arrêt sur image, bien sûr là c'est vraiment un arrêt sur image et un temps comme ça qui s'étire avec cette ombre qui ne bouge pas. Vous avez pensé à la brûlure au Népal, au Vietnam, tout ça, et vous avez renoncé. Oui. Il y a une raison. Oui, parce que... Dans le message politique, je suppose. Oui, parce que je voulais pas, premièrement, pour moi la brûlure c'est vraiment, ça serait devenu assez pathétique je pense, et assez violent, et puis en plus dans le temps les brûlures jaunissent, ça devient du dépérissement, et pour moi le fait que ça soit un dessin, c'est vraiment un acte artistique, c'est un dessin, c'est pas un acte de guerre vis-à-vis même du gazon. Je pense que la brûlure, ça me semblait vraiment trop... Un homme aurait brûlé. Ah oui, on pensait. Ça aurait été moins bien. Comme ça. Et puis aussi, la brûlure ne fait pas comme une ombre. Parce que ce que je trouvais très important, c'est qu'on a vraiment la sensation d'avoir une ombre. Hein, parce que je crois que la brûlure, on voit que c'est une brûlure, donc c'est autre chose, quoi. Là, c'est vraiment quand on approchait, là on voit de près, hein, ça produit exactement la même couleur que les ombres des arbres à côté. Donc on a même travaillé sur la couleur pour qu'elle ait ce même aspect. Mais ça aurait pu être de l'agriculture aussi, c'est-à-dire faire pousser des herbes. Oui. C'était fait aussi. C'était une autre possibilité, oui. J'y ai réfléchi. Et après, ça me semblait trop... ça, par contre, trop gentil, là, pour le coup, parce que ça faisait une espèce de plate-bande, de décoratif, de... Ouais. Après, ça faisait ça, mais vu du ciel, c'était quand même un dessin en bleu. Oui, oui, c'est sûr. Mais la pratique de l'intérieur est aussi importante que la vue du ciel. Et non, c'était possible, mais ça me semblait... je sais pas, ça faisait très plate-bande quand même. Vous ne pas laisser le spectateur dans l'ignorance de ce sur quoi il est en train de marcher. Aussi, oui. Et là, on voit comment c'est, entre cet arrêt sur image et le mouvement, cette relation-là. Donc ça, c'était réalisé avec un drone. C'est amusant. Ouais. D'ailleurs, c'était la seule possibilité parce que je voulais survoler en hélicoptère et c'était interdit parce que c'était la zone de survol du président de la République qui passe par là. Il y a le ballon aussi. Oui, mais ça marche moins bien.
C'est les nouvelles techniques avec les drones, ça marche vraiment très très bien. Ouais. Et une dernière pièce, et après ça, je pense qu'on est à peu près dans les temps, un peu dépassé. Une dernière pièce qui rejoint peut-être celle que vous avez vue tout à l'heure avec les forêts, les ruines, ça c'est Eldorado. Et ça c'était récemment un endroit d'exposition près de Paris qui s'appelle Pavillon Vendôme. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été là-bas, donc c'était projeté là-bas, là c'est l'image de la projection. Et on retrouve aussi plusieurs types de paysages. C'était une exposition sur les migrations et sur les frontières. Et donc là, j'ai travaillé sur ces questions de paysages différents, sud, nord, les déserts, alors là c'est peut-être un peu recadré parce que normalement c'est beaucoup plus grand, mais j'ai dû recadrer pour qu'on puisse un peu mieux voir. Pas très beau. Bon, c'est mieux normalement. L'image est meilleure. Et bon, là, c'est juste un court extrait. Non, normalement, ça dure aussi dans les 10 minutes. Et effectivement, il n'y a rien qui se passe à part les déplacements de groupes, de personnes. Donc là, j'ai transformé enfin, c'est pas un papier peint existant. Pour la première fois, je l'ai créé moi-même en mélangeant deux types de paysages. Et aussi, il est transformé dans le sens où la couleur est renversée. Donc c'est un night shot. C'est-à-dire ces images de surveillance de l'armée, la façon dont on surveille de nuit les déplacements des gens. Et j'ai repris effectivement, j'ai travaillé avec tout un groupe de personnes qui venaient un peu du monde entier, donc d'Afrique, d'Inde, d'Europe, d'Amérique du Sud et de Chine. Et c'est que des groupes de gens qui se déplacent d'un paysage à l'autre. Plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Voilà, le film est très simple. On est un peu plus loin d'un papier peint vraisemblable, comme pour la toile de Jouy. Oh si, quand même, non, ça fait pas toile de Jouy. Il existe des toiles de Jouy comme ça, foncées, avec des motifs clairs. Cette violence, justement de la surveillance, cette connotation. Oui, là, il y a une transformation, oui. Mais néanmoins, il existe aussi des papiers peints avec des fonds foncés et mais bon, c'est vrai qu'il y a une transformation. Peut-être pour des futures nouvelles pièces, je ne sais pas. En tout cas, là, on peut voir, c'était une exposition à Belfast où je montrais en fait toute une série de papiers peints dans une salle d'exposition. Et très très grand, vraiment un très bel espace, et on voit comment ça peut fonctionner dans l'espace. C'était presque un peu comme si on avait un échantillonnage de papier peint dans un espace. Voilà. En tout cas, c'est un travail magnifique.